Sébastien, je te remercie beaucoup d'être parmi nous, de nous accorder de ton temps, de nous dévoiler ton parcours. Merci de m'accueillir. Écoute, c'est avec joie, surtout qu'on n'avait pas encore accueilli de profil comme le tien. Petit spoiler, on va parler microscopie. Et c'est vraiment cool parce que, alors on a toujours des personnes, bien sûr, dans nos interviews, pardon, qui sont restés dans la R&D, alors de près ou de loin, plus à la paillasse, plus côté commercial, mais vraiment là en spécification vis-à-vis d'une technique, alors même si après il y a des millions de choses dans la microscopie. Donc voilà, ça fait un peu de nouveauté. Et je pense aussi que ça rassure les personnes et c'est vraiment le but de voir un métier toujours en lien avec la R&D, avec plein de connaissances que tu as pu déjà découvrir, acquérir en thèse et qui sont utiles aujourd'hui dans un métier qu'on ne connaît pas forcément plus que ça en thèse. En tout cas, moi, je pense qu'à l'époque, je ne connaissais pas. Enfin, ou en tout cas, le concept de se spécialiser comme ça. Alors, Sébastien, tu as peut-être 39 ans. Oui, je suis de 82. Voilà, l'anniversaire était-il passé ou pas? C'était mon but. Oui, il est passé en mai, il est passé. Très bien. Bon, j'attendrai un peu pour te souhaiter le prochain. Tu es docteur en biologie, millésime 2012, si ce que j'ai lu dans C'est le ça, journal ce matin disait vrai. c'est ça. Paris Sud. Oui, c'était à Orsay, oui, Orsay. l'université d'Orsay. All right. Et donc, c'était, je suis désolée, mais il va falloir que je le souligne, ça va bientôt faire 10 ans. Ah Boum. oui, ok. Je ne m'étais pas fait la réflexion, mais ok. Je viens de voir ça, je me dis 2012, on est en 2021. Ouais. Alors, si je résume ton parcours pour avoir un petit peu la trame, donc tu as fait ta thèse en 3 ans au CNRS, ensuite tu as occupé un poste d'environ 1 an et demi, toujours au CNRS, toujours Mhm. R&D. Après un postdoc, donc ce premier poste, c'était pas un postdoc? C'était, on peut dire que, en fait, c'est à cheval entre postdoc et ingénieur, quoi, parce que j'étais ingénieur de plateforme. Donc, en fait, dans tous mes postdocs, mes 2 postdocs, j'étais ingénieur de plateforme, mais il y a toujours une partie recherche, une partie où on fait un peu de recherche, et dans ce cadre-là, on peut dire qu'on est postdoc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, alors ces 2 postdocs, c'était dans le public? Oui, enfin, l'Institut Pasteur, c'est plus compliqué parce que ça fonctionne comme le public, mais en fait, c'est privé. Ouais. Mhm. Et le CNRS, oui, ça, c'est public. Ouais, j'avais travaillé un petit peu à l'Institut Pasteur et j'avais cru comprendre qu'il y avait des financements publics, des financements privés, que c'était un petit peu hybride comme fonctionnement. Enfin bref. Ensuite, complètement dans le privé pendant 3 ans en tant qu'ingénieur Ouais. application. Voilà. Et puis alors maintenant, tu travailles, alors ça j'aime beaucoup, chez Andor Technologies. Moi, ça me fait penser à la planète dans Star Wars avec les Ewoks. On sait Endor, mais bref, c'était pour la petite référence en passant. Je vais te laisser la parole puisque je parle énormément. Excusez-moi, je suis très Oui. contente. Je vais pas vous raconter. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es réveillée, je ne sais pas, un matin quand tu étais en grande section et tu t'es dit, je vais faire microscopiste. Non, 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 ça s'est pas passé comme ça. En fait, le début, c'est tout simplement que j'ai fait des études de médecine. J'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, j'ai passé mon adolescence en Nouvelle-Calédonie et après le bac, j'ai voulu venir en France pour faire des études de médecine. Tout Mhm. simplement, j'ai fait 2 ans, j'ai essayé 2 fois le concours, ça n'a pas marché, mais j'ai obtenu Ouais. les. Il y a un métier particulier que tu visais dans médecine? Non, à ce stade-là, je ne savais pas encore. Évidemment, on aime beaucoup l'anatomie, on pense à la chirurgie quand on est en première année, mais tout ça était très ouvert. Et juste petite question en passant, en Nouvelle-Calédonie, il y a pas de quoi faire le cursus médecine. Non, non, non. Aujourd'hui, je ne sais plus trop, mais à l'époque, il n'y avait pas du tout. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est préparer la première année et éventuellement passer le concours en synchro avec la France, mais c'était pas du tout une formation proposée dans le pays. Ok, d'accord. Donc, alors attends, j'ai encore des gens en salle d'attente. Donc, tu essayes cette première année, puis cette deuxième année, Mhm. le destin décide que tu ne feras pas ça. C'est ça, c'est ça. Euh, C'est très compétitif. J'étais à Rouen, mais
le côté positif des choses, c'est qu'il y a beaucoup de matières en médecine qu'on découvre et ça crée d'autres vocations. Donc, j'ai découvert la biochimie, la biologie cellulaire. Donc, Mhm. c'était mis à part l'anatomie que tout le monde aime beaucoup, c'était les matières que je préférais. Et tout simplement, j'ai décidé de poursuivre dedans, dans cette voie. Ok. Ouais, donc, tu t'es pas découragée, enfin, tu étais dans quel état d'esprit? Ah, quand on est en médecine, la seule façon de réussir en médecine, c'est de se dire qu'il n'y a que ça au monde et de ne penser qu'à ça. Donc, j'étais un peu dans ce mode de pensée-là. Donc, au moment où ça n'a pas marché, bon, ben, je pensais que voilà, je ne, j'allais plus rien faire. Je me souviens que ma mère avait sorti la phrase Qu'est-ce qu'on va devenir? Quand, Ça elle, pour te elle, elle, rassurer. elle a su que ça n'avait pas marché. Donc, bah, il faut se réinventer, quoi. Il faut commencer à regarder autour et on se rend compte que, ah oui, il y a certaines matières de la première année de médecine qui sont chouettes et on pourrait devenir spécialiste de ces matières-là, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Mais c'est bien ce que tu présentes de dire, bah voilà, comme source de moteur, de motivation, de considérer ce qu'on fait comme le truc qu'il faut pas Mhm. rater, pourquoi pas. Après, prendre le détachement nécessaire par la suite si ça se passe pas comme prévu. Et puis tu as vu le positif en te disant, bah, j'ai eu une espèce voilà, d'aperçu de plein de matières. Et puis après, tu choisis après pour creuser, alors pas de la façon dont tu imaginais, mais voilà, c'est trouver une Ouais. solution. Et du coup, avec ça, tu pars en première ou deuxième année de licence. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? ouais, voilà, soit en L1, moi c'était en L2, puisque j'ai eu l'équivalence. Une fois on a Ok. la moyenne, en fait, on est qualifié pour la deuxième année de fac de bio. Et donc, oui, j'ai commencé un parcours en biologie avec une teinte pour la biologie cellulaire et la biochimie. Mhm. Et j'ai poursuivi L2, L3, M1. Et donc, en M1, j'avais un parcours plutôt recherche, axé recherche. Et je l'ai fait, j'ai fait un stage en Nouvelle-Calédonie. J'y suis retourné Ah, tu as pu retourner. pour un stage voilà, entre l'Institut Pasteur et l'IRD, l'Institut de recherche et développement de Nouvelle-Calédonie. Et donc, j'ai fait un stage assez sympa. C'était sur une maladie de la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle la gratte, qui est due à ce qu'on appelle la ciguatera. Donc, c'est un micro-organisme marin que les poissons finissent par ingérer à cause des algues. Et donc, ça se retrouve dans les aliments, c'est une toxine, quoi. Et Ok. ça crée une maladie qui s'appelle la gratte, qui provoque beaucoup de troubles neuronaux. Et il y a une légende urbaine ou une vérité, et c'était ce que j'ai cherché à investiguer pendant mon stage, qui disait qu'une plante, les racines d'une plante qui s'appelle le kava, qui est consommé en boisson en Nouvelle-Calédonie, permet D'accord, c'est ce que j'allais de... te demander. C'est un truc qui se mange et on se rend Voilà. malade comme ça. Ok. Non, mais là, c'est plus l'aspect traitement. C'est une plante avec laquelle on fait une sorte de tisane et que les gens boivent assez traditionnellement. Et elle, elle pourrait permettre de soigner cette maladie, la grappe. Donc, Ok. mon sujet, en fait, c'était tout simplement de mettre les deux en relation et de voir si ça marche ou si ça a une toxicité. Si au contraire, ça a une toxicité. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup de... Parce que les stages de M1, en fait, c'est des stages qui servent à se mettre le pied à l'étrier, donc tester beaucoup de techniques de biologie, donc beaucoup de biologie cellulaire, beaucoup de techniques de phototoxicité, beaucoup de chromatographie en différentes phases, phase liquide, phase solide, beaucoup de PCR aussi. J'ai fait énormément de PCR pendant ce stage et à ce moment-là, j'aurais jamais imaginé que le grand public sache ce que ce terme veut dire. Parce que Voilà. c'était Bon, les gens connaissent l'acronyme après mais c'est oui, déjà oui, pas oui, mal. oui, mais Ça à se cette ressent pas époque, du on ne faisait pas de tests de PCR pour. C'était essentiellement laboratoire, quoi. C'était pas un moyen de diagnostic. Donc, tout. Oui, oui. voilà, c'est ça la nouveauté aujourd'hui. Yes. Et donc, ce stage s'est très bien passé. C'était dans un laboratoire de toxicité
à l'Institut Pasteur. Et suite à ce stage, j'ai poursuivi en M2. La petite différence, c'est que j'étais programmé pour faire de la recherche et j'ai été dans un M2 qui n'était pas de la recherche, dans un M2 d'imagerie pour la biologie. Donc D'accord. c'est là qu'on commence à se diriger vers le chemin de la microscopie. Donc, en première année de master, tu avais déjà identifié que les techniques d'imagerie, c'est quelque chose qui te plaisait beaucoup. Pas du tout. C'est un espèce d'accident de parcours. Tout simplement, j'ai prolongé mon stage en Nouvelle-Calédonie. Je n'étais pas là pour faire les entretiens d'embauche pour entrer en, en stage en deuxième année de master recherche. Donc, Oui, voilà. J'étais disqualifié en fait. Quand je suis rentré, je me suis rendu compte que j'étais disqualifié pour mon master recherche et du coup, bah, il fallait trouver une solution et la solution, c'était de me mettre dans un master professionnel, entre guillemets, qui était le master d'imagerie. Mais moi, j'étais persuadé, j'étais certain que, OK, je vais faire ce master-là, mais je vais quand même faire une thèse après. C'était ma détermination et je me d'accord. souviens... Donc, avant de commencer ton M2, tu avais déjà l'objectif thèse. Oui, c'était mon objectif. Je voulais faire une thèse, je ne savais pas pourquoi. Je me souviens, les enseignants J'allais te demander. me demandaient pourquoi tu veux faire une thèse. Je disais non, je veux. C'était beaucoup le côté publication, c'était le côté se spécialiser dans quelque chose, écrire, lire et produire soi-même de, de l'information, de la connaissance écrite. Ça me passionnait beaucoup et dans mon esprit, j'étais déjà programmé pour faire ça parce que je pensais déjà que si je réussissais médecine, c'est ce que j'allais finir par faire. Donc, même en bifurquant en biologie, je savais que j'allais faire de longues études. J'avais les 8 ans, 9 ans d'études Oui, 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 tu dans étais ma tête. préparée. Il y a de longues études. Ok, super. Ouais. Donc, tu fais ce master imagerie. Mhm. Et alors, comment ça se passe entre ton master et ta thèse? Est-ce que tu restais dans le même laboratoire? Est-ce Oui, que... c'est ça. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé un stage dans un laboratoire de l'Université d'Orsay, dans un laboratoire d'éco-physiologie à Orsay, quoi. C'est le laboratoire ESE, Écologie systématique et évolution. Et dans une équipe de ce laboratoire, une équipe de biospectroscopie végétale, des gens qui regardent la fluorescence dans les plantes, tout simplement. Euh, Ils m'ont pris en stage et donc pour apporter la touche microscopie à tout ce qu'ils faisaient en termes de fluorescence. Eux ne regardaient que la lumière de fluorescence des plantes, Ok. et moi j'apportais le côté image là-dedans, et donc image de microscopie. Et est-ce que c'était cool? C'était extraordinaire, c'était super, c'était un stage très pluridisciplinaire, c'était entre donc, ce laboratoire de l'université d'Orsay, et la plateforme d'imagerie du CNRS de Gif-sur-Yvette. Il y avait aussi un INRA, l'INRA de Colmar, qui était dans la boucle. Il y avait aussi une société qui s'appelle Force A, qui développe un instrument portable, un capteur fluorescent de, pour la végétation, pour soit des petites pinces optiques pour pincer les feuilles, soit des plus gros capteurs pour aller sonder la fluorescence des plantes. Ok. Et alors, tu as déjà un peu partiellement répondu, mais est-ce qu'il y avait les deux objectifs pendant ta thèse, le côté vraiment développement peut-être de protocoles ou, je ne sais pas, de réglages, etc., voilà, pour observer les dites plantes Oui. et aussi passer du temps, bah, grâce au protocole que tu avais établi, bah, faire X expériences ou voilà, générer aussi des résultats en plus de ces protocoles? Oui, donc mon sujet de thèse, en fait, pour vraiment comprendre, c'était juste de comprendre une maladie qui s'appelle le mildiou de la vigne, donc la Oui. maladie qui tache Ok. de manière blanchâtre les feuilles de vigne. Donc c'est lié à un champignon, un micro-organisme qui rentre dans les feuilles et qui ressort. Et les plantes, elles se défendent en fait en synthétisant des composés phénoliques, donc des composés chimiques en fait qui ont la propriété d'être fluorescents. Ok. Ils fluorescent en bleu si on les excite avec une lumière ultraviolette. Et donc moi, en fait, le sujet de ma thèse, c'était tout simplement d'explorer ça, de tout comprendre là-dessus pour éventuellement utiliser ce signal de fluorescence pour ajouter en fait euh,
un autre aspect à ce capteur que cette société, la société Force A, développait. Donc, à l'issue de ma thèse, c'est ce qui s'est passé. On avait en fait une longueur, une couleur différente pour cet instrument. D'accord, excellent. C'est comme à toutes les interviews, ça me rend terriblement nostalgique, mais bref. Et donc c'était 3 ans ta thèse. C'était 4 ans, ouais, j'ai 4 ans. soutenu dans la 4e année, il y a eu une petite prolongation. Ouais. D'accord. Et la question que je pose d'habitude, est-ce que tu savais quoi faire? Est-ce que ce que tu voulais faire, est-ce que ça s'est fait ou pas? Oui. Donc, au début de ma thèse, je ne savais pas du tout, parce que j'étais vraiment à la croisée des chemins entre plusieurs choses, entre la biologie des plantes, entre le domaine de la vigne, de la vigne et du raisin, entre la microscopie de fluorescence, entre la fluorescence tout court. Donc, en fait, j'ai progressivement, au cours de mes années de thèse, je suis devenu microscopiste, quoi. Je suis devenu un gros squatter de plateformes de microscopie. J'y étais tout le temps, j'y étais très souvent en semaine, mais aussi les week-ends. J'avais les clés, je pouvais rentrer C'était chez toi. et l'utiliser. C'était chez moi, c'est ça. Et donc, j'ai fini par comprendre que c'est ça que je voulais faire. Et surtout, j'ai fini par comprendre qu'il y avait une communauté de microscopistes en France, notamment grâce à des événements. Il y a une école de microscopie thématique qui arrive tous les 2 ans, qui s'appelle Mifobio. Elle aura lieu en novembre cette année. Et donc, j'ai été à cette école-là. Mhm. J'ai donné un atelier. C'est super. C'est comme une grande summer school. Et donc, c'est vraiment à cet événement-là que je me suis rendu compte que oui, j'ai envie de faire partie de cette communauté-là. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Et à ce moment-là, le premier métier qu'on identifie quand on est dans le monde académique, c'est d'être ingénieur de plateforme, ingénieur Oui, en j'imagine. microscopie sur une plateforme où on enseigne la microscopie aux utilisateurs Ouais, qui sont des chercheurs, des post-docs, des thésards, des stagiaires, toutes sortes excellent. de Ce personnes. que, ce que je relève d'intéressant dans ce que tu racontes, alors tout, mais si je choisis, tu parles d'événements. Oui, Ça, c'est quelque chose avec Asia, on vous encourage vraiment que ce soit, voilà, tu parles de summer school, des cours complémentaires, ça peut être en ligne, ça peut être plus TP. Alors, euh, ça peut être plus des conférences, des colloques ou que sais-je. Ça me rappelle un conseil d'un ami qui disait aux docteurs ou doctorants ou masters, soyez gourmands, voilà, allez poser les questions, renseignez-vous, soyez proactifs. ouais, ouais. C'est vrai qu'on a... Bon, alors je plaide coupable, hein, on peut avoir tendance à attendre que les informations viennent à nous. Ça peut marcher comme ça, mais pas que. Sinon, vous allez peut-être attendre un peu trop longtemps pour avoir les infos qu'il faut. Oui, oui, ça c'est tout à fait dans tout domaine, dans chaque domaine de la biologie ou de la science en général, il y a des événements qui se passent et qui rassemblent les spécialistes Mhm. de ces événements. Ouais. Ouais. Se documenter sur un sujet et puis aussi faire des contacts, développer son réseau. Alors, Ça permet de créer des collaborations aussi souvent. ouais, c'est super chouette. J'ai Audrey dans le chat qui signale qu'il y a la CFMU, Société française, Oui, voilà. de microscopie électronique, oui. Ça, c'est pour la microscopie électronique, mais il y en a plusieurs. Il y a le GDR, il y a France Bioimaging aussi, ça s'appelle FBI. D'accord. On pourra remettre ça en barre d'informations sur la vidéo YouTube ou sur LinkedIn pour les gens que ça intéresse. Mhm. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, j'ai demandé aux gens de mettre rapidement dans quelle situation ils sont. J'ai une personne qui a fait un master en Life Imaging et Microscopie, justement. Mhm. Super. Merci à tous pour vos réponses, en tout cas, entre et donc, si je fais le petit flashback, j'ai beaucoup aimé aussi le fait d'être que tu rates en gros ton inscription master recherche, que tu te retrouves en master, Oui. master pro du coup. Et puis en fait, l'issue est super Oui, chouette. Donc, rien n'est grave. ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de faire une thèse, il est principalement dû au projet et au bon vouloir du directeur de thèse. Si on a quelqu'un qui croit en nous et qu'on peut convaincre qu'il faut investir pour faire une thèse, c'est pas grave. Si, à n'importe quel moment, ça peut se faire. Il faut vraiment bien le comprendre, ça.
Mhm. C'est beau, c'est beau. Alors, il faut qu'on accélère un petit peu. Oui. Ensuite, donc, est-ce que tu peux nous parler donc de ce premier poste? Oui, on en était là avant que je ressouligne les Oui. points qui me semblaient intéressants pour les personnes qui nous écoutent et puis même pour nous. Donc, tu disais qu'à l'issue de ta thèse, tu savais quoi faire et que c'est ce que tu avais fait. Oui, oui, je voulais devenir microscopiste, c'était clair et net, et je voulais intégrer une plateforme parce que c'était dans le monde académique la solution la plus linéaire. Et j'ai eu de la chance parce qu'à l'issue de ma thèse, quelques mois plus tard, il y avait une position qui s'ouvrait sur la plateforme que j'avais squattée. Ah oui, Donc, donc, retour à la maison. Donc, ouais, ben, en fait, oui, je me suis ouais, exactement. Je me suis déplacé de Orsay à Gif-sur-Yvette, quelques 1 kilomètre, 2 kilomètres à côté, la ville à côté, pour intégrer la plateforme avec tout le monde que je connaissais. Donc, il n'y a pas eu il y a pas eu de training à faire. Je savais déjà tout. Et ça s'est très bien passé. Sauf que ben, là, j'étais à 100% en train d'entraîner les utilisateurs à faire de la microscopie, à organiser des événements, des workshops, ce genre de choses. Ok, donc c'était surtout de la formation, de l'enseignement de microscopie que tu faisais, Oui, mais c'est pas ça. forcément traiter les échantillons des équipes qui vous envoyaient des... D'accord, donc c'était vraiment purement formation de microscopiste. Oui, oui, parce que chaque utilisateur a ses échantillons, vient à la plateforme avec ses échantillons. Donc après, il y avait certains projets que j'avais des projets de recherche qui pouvaient m'amener moi-même à manipuler des échantillons, à passer à la paillasse, ce genre de choses. Mais essentiellement, je dirais les 3 quarts du temps, c'était enseigner, enseigner, entraîner. Ça marche. Alors, habituellement, je prends les questions à la fin, mais on va changer un peu de style. On a Alice qui demande si tu as dû passer un concours pour avoir ce poste d'ingénieur Non, plateforme. non, Non? non, c'était un poste en CDD. Donc, dans cette situation, c'est sur entretien, c'est avec le CV, lettre de motivation, classiquement. Mhm. Mais pour un poste permanent, ça aurait été soumis au passage d'un concours. Exactement. Ok, eh ben, je te remercie. Amandine, je fais une parenthèse. Tu es à la recherche d'un poste de data scientist. On a une interview résilience déjà d'une personne qui est partie dans le domaine de la data. Alors, ensuite, nous avons Fatima. Avec votre métier actuel, est-ce que vous réussissez à produire et à publier, comme c'est ce qui vous a motivé pour faire une thèse? Normalement, on se tutoie, mais bon. Donc, avec mon métier, donc ben, déjà pour parler de mon métier actuel, donc je suis toujours microscopiste. Moi, dans mon esprit, je fais toujours le même métier d'ingénieur de plateforme, sauf que je ne suis plus sur une plateforme. Je ne suis plus sédentaire. Maintenant, je suis nomade. Donc, je suis dans une boîte, je suis application spécialiste et je suis l'interface en fait entre des gens qui vendent des microscopes ou des modules de microscopie et les acheteurs, des gens qui les utilisent. Donc, et comme je suis biologiste, je parle le même langage que les utilisateurs qui sont des biologistes. Et donc, la question à la base, c'était… Est-ce que tu arrives à produire et à publier Oui, dans donc, ton métier? oui, donc ce qui est génial avec mon métier, c'est qu'on définit nous-mêmes les limites de notre métier. En réalité, c'est vraiment… on va jusqu'où on a envie d'aller. Donc, il arrive que je publie avec des utilisateurs parce qu'on se rend compte très vite que pendant le training ou pendant la démo que je leur fais qu'il y a un potentiel énorme et ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de productivité souvent, ils n'ont pas le temps. Des fois, souvent, ce qui se passe, c'est quand ils n'ont pas le temps de eux-mêmes faire tout le travail d'acquisition et le travail de traitement des données, et que moi, ça m'intéresse, que le sujet m'intéresse, et ben, c'est une collaboration et je participe à la publication, je participe à toute la construction des images et à l'écriture du matériel et méthode, ou voire même certains chapitres de l'article. Donc Excellent. ça peut arriver. À titre personnel, et du coup, j'imagine qu'on peut étendre un peu ce cas de figure, cette façon de travailler. Moi, je préparais des échantillons pour la spectrométrie de masse. Je ne suis pas du tout voilà, formée pour faire ça, mais je passais un maximum de temps avec les gens de la plateforme. Et puis voilà, pour une de mes publications, les personnes sont dedans parce que c'était un travail de ouf pour eux. C'était pas juste je mets le tube, il y a un papier qui sort, tiens, démerde-toi, rien à voir. Donc à ce moment-là,
c'est essentiel que la personne comprenne l'écriture de l'article et puis que son travail soit reconnu aussi avec les publications. Exactement. Ok, ok. Alors, Irinka nous demande si les clients, c'est en majorité du privé ou du public. Alors, je ne sais pas si ta question concerne le poste actuel de Sébastien. On va dire que oui, pour faire Oui, simple. oui. Bah, c'est kiff-kiff, en fait. C'est tout. Je pense qu'en grande majorité, c'est de l'académique, mais il peut y avoir du privé aussi. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, moi, j'ai relevé, tu disais tout à l'heure que tu avais commencé ton métier en mode sédentaire et qu'après, tu étais devenue nomade. Alors, ce côté nomade, est-ce que c'est la nouveauté de ton poste actuel ou est-ce que déjà dans ton poste précédent, tu es ce côté nomade aussi, aller rencontrer les commerciaux, rencontrer les utilisateurs? Ben, j'étais déjà nomade. Quand je suis passé de l'Institut Pasteur à Bioaxial, la boîte dans laquelle je bossais précédemment, oui, le monde s'est ouvert à moi. C'est-à-dire qu'avant, je connaissais que la France, que le monde de la microscopie en France, et soudainement, j'ai été partout dans le monde, quoi. J'ai été en Suède, j'ai été aux États-Unis, j'ai été au Japon, j'ai été Oh. en Irlande, partout. Donc, c'était pas seulement l'Europe, c'était le monde entier. C'est excellent. Et donc, tu y vas pour découvrir des nouveaux matériels, ou pour former des gens qui ont acheté un matériel qu'ils ne connaissent pas dans je ne sais pas quel pays parce qu'ils n'ont pas de formateur sur place. Bah, la plupart du temps, c'est pour des événements. C'est des grands salons qui ont lieu à intervalles réguliers tous les ans. Donc, Mhm. la raison numéro un, c'est ça. D'accord. C'est des très Si, gros salons. ouais, si on oublie la période Covid, donc c'est un voyage par an que tu fais, mais sinon tu te déplaces, Non, 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 c'est beaucoup plus fréquent que ça. j'avais l'impression. En temps normal, à tous les mois, il y a son événement et il y en a même souvent plusieurs par mois. Donc, mais je dirais que la fréquence des grands événements, disons, parce qu'on on peut pas faire tous les événements. Il faut Mhm. qu'on Il faut bosser un peu et puis voilà, non, mais faut qu'on les équilibre avec des démos, des démonstrations aussi et d'autres choses. Donc, il je faut qu'il y ait un dirais, intérêt derrière et pas oui, juste satisfaire ta curiosité, même si ça gâche rien. je dirais un événement tous les 2 mois. En fait, ce serait ça la fréquence. Parce que aussi, au bout d'un moment, on sait exactement ce que la communauté, c'est les mêmes personnes qu'on rencontre dans tous les événements au bout d'un moment. Au début de l'année, on est content, on voit tout le monde et on comprend l'état de l'art, de la science au début de l'année, mais arrivé en fin d'année, on sait tout. On revoit les mêmes têtes. Donc, tu es comme à la maison, plus l'histoire de la plateforme, mais l'événement au bout du monde, tu retrouves C'est ça. des visages. C'est ça qui est marrant, c'est que même si on voyage beaucoup, au bout d'un moment, on retrouve à peu près les mêmes choses à différents endroits. Et donc, voilà, il y a une espèce d'habitude qui se crée quand même. Alors, par rapport à ton poste actuel, est-ce que tu as une part alors commerciale dans le sens trouver des nouveaux clients? Oui, bien sûr, il y a de la prospection à faire. Moi, je suis au service des vendeurs, mais les frontières sont un peu floues, toujours un peu floues, et il y a une activité, une grosse activité de prospection, de générer des leads, comme on dit Oui. en termes de vente. Oui, oui, il faut le faire, et tous les moyens sont bons, si on peut dire, quoi. Et c'est Ça peut être du l'imagination. démarchage téléphonique, par email, si tu trouves des adresses d'entreprises qui ont l'air de faire de la microscopie sur le net, ou bien bah, aux événements, il y a sûrement aussi des utilisateurs qui, voilà, qui ne demandent qu'à être signés. Bon, mais moi, de mon point de vue, je ne le fais pas vraiment comme un vendeur. Je le fais de manière à ce que ça satisfasse ma curiosité naturelle scientifique. Donc, personnellement, c'est plus par la lecture de publications, par l'utilisation que certains chercheurs font des microscopes, l'identification de nouvelles techniques qui émergent, dont il faut parler, dont il faut vulgariser l'utilisation. Donc, c'est ce genre de choses qui m'amène souvent à rentrer en contact avec des personnes susceptibles d'acheter de nouveaux Par microscopes. tes services. Par tes services. Du coup, si j'essaye d'imaginer un,
une ligne directrice de ton métier. Donc, peut-être que tu fais une espèce de veille voilà, sur PubMed ou je ne sais pas où pour trouver des publications avec les mots-clés qui t'intéressent. Ensuite, peut-être voilà, prendre contact avec ces personnes. Et après? Ben, après, par exemple, là, dans cette période de Covid où on a été beaucoup à la maison, j'ai dû être imaginatif, avoir des nouveaux moyens de créer mon activité alors que je ne voyageais pas. Donc, j'ai fait des campagnes pour parler de certaines techniques qui émergeaient, comme l'expansion microscopy, une Pour dire, technique par où… exemple, des webinaires, pour dire aujourd'hui, on va parler. Exactement, Voilà, exactement, c'est excellent. de webinaire. Donc, ça passe par l'écriture de notes d'application. Et ensuite, on se rend compte que, il y a un côté technique et il y a un côté appliqué. Donc, en fait, au début, on veut en écrire un seul et on en écrit deux. Et ensuite, une fois qu'on a ça, euh, je me rends compte que je peux en parler. Donc, moi-même, je construis une présentation sur le sujet. Et aux événements dont je parlais, ben, en général, je parle de cette technique et je montre en quoi le module de microscopie que ma compagnie vend est une solution pour cette technique. Donc, je merge un peu les choses. Donc, il y a une moitié qui est euh, vulgarisation et une autre moitié où je fais la promotion d'un produit. Mm. Ouais. Alors, je voulais te demander si ce que j'imagine est correct ou pas du tout. Si tu as des leads ou voilà, des prospects, admettons, soit ils ont peut-être déjà le matériel, mais ils ne savent pas trop s'en servir, ou je ne sais pas, et là, tu peux intervenir uniquement pour de la formation, ou alors c'est des gens qui ont des besoins, et là, tu les conseilles de A à Z avec quel microscope choisir, quels équipements, quels objectifs, je ne sais pas quoi, et jusqu'à les former à la fin et les aider avec leurs échantillons. Nous, notre idée, c'est de vendre notre produit. Donc, notre idée, c'est de qualifier si la personne a pour son projet d'achat un intérêt pour notre système à nous en particulier et en quoi ça va l'aider, en quoi la productivité, parce que le but du jeu pour un chercheur, c'est de publier. Est-ce que ça va l'aider à publier Mhm. à une haute fréquence et est-ce que ça va lui donner les belles Ouais, je vois. images dont il a besoin? C'est ça qu'on essaye de comprendre. Ok. Alors, j'ai une question très technique de la part de Irinka toujours, qui dit: il est rare de rencontrer un expert de la microscopie. Quel est selon toi le meilleur milieu de montage pour faire de l'immunofluorescence haute résolution? Ben, ça dépend, ça, il n'y a pas une réponse à ça. Ça, c'est pour beaucoup de questions, la réponse, c'est toujours ça dépend. Est-ce qu'on est en train de parler de protéines fluorescentes? Est-ce qu'on est en train de parler d'immunofluorescence? Est-ce qu'on est en train de… Oui, est-ce qu'on regarde des événements surfaciques ou des événements qui sont à l'intérieur des cellules, donc au niveau des organelles? Ben, les milieux de montage, il y en a différents. Et c'est comme de la cuisine, c'est selon ce qu'on a envie de faire, selon le résultat qu'on veut obtenir, on a différents milieux de montage, J'imagine qu'il y a plein de choses à tester. Bon, comme on a différentes méthodes de fixation. Donc, c'est ça. Tout dépend. Qu'est-ce qu'on veut regarder? des heures sup avec, avec Rinka, il faut rentrer dans le process avec Sébastien, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce qu'il y a alors je sais pas, une technique en particulier que tu aimes enseigner, ou peut-être un dernier truc en microscopie qui est sorti, tu t'es dit, mais c'est over génial. Bah, ben oui, j'ai parlé de la microscopie d'expansion, mais le problème fondamental qu'on a en microscopie, c'est la limite de résolution. On est limité, on ne peut pas aller regarder des virus, parce que là, j'ai plein d'amis qui me posent des questions. Ah. Est-ce que tu as déjà vu des virus avec ton microscope? Non, on ne peut pas, parce que c'est trop petit. Les virus sont 10 fois, 100 fois plus petits que ce qu'on est capable de voir avec un microscope optique, un microscope de fluorescence, donc on ne peut pas. Et donc nous, mais ça ne n'arrête pas les biologistes ou les biophysiciens, si on peut dire, à essayer d'aller plus loin. Et donc une des techniques la famille de techniques qui permet d'aller plus loin, c'est ce qu'on appelle la super résolution Hmm. en microscopie. Et donc c'est vraiment ce qui nous préoccupe. Ça a donné lieu à un prix Nobel en 2014, un prix Nobel de chimie. Et donc ça évolue, ça continue à évoluer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je me renseigne en permanence et sur lequel la communauté se renseigne en permanence. Et tous les quelques mois, il y a des progrès.
dans ces techniques. Oui. Ok. Pour revenir un peu plus dans ton parcours, moi j'avais envie de te demander pour voir un peu tes motivations, comment tu fais tes choix, ça peut Mhm. en aider ceux qui nous écoutent. Donc tu étais chez BioAxial, tu es maintenant chez Andor Technologies. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Mais j'étais dans une petite structure et du coup, le côté positif des choses dans une petite structure, c'est qu'on ne fait pas que son métier. On fait toutes sortes de métiers. On fait du marketing, on fait aussi de la vente, on écrit, on crée le logo de la marque. Donc, on est un peu un entrepreneur soi-même, quoi. Donc, ça, c'est super. Mais au bout d'un moment, c'est les ventes qui, qui sont intéressantes et être dans une plus grosse société permet d'entrer dans plus de laboratoires. Donc, moi, c'était ça. C'était que, au bout d'un moment, j'avais envie de vraiment faire mon métier. Je ne le faisais plus trop. Euh, J'étais trop touche à tout et je ne faisais tout simplement mon métier d'enseignement. La fréquence à laquelle j'allais voir de nouvelles personnes ne me convenait plus. Et donc, dès l'opportunité qui s'est présentée d'aller chez Andor, je l'ai fait parce que Andor aussi, c'est particulier. Ce n'est pas. C'est une boîte irlandaise qui a la particularité de concevoir ces systèmes elle-même. C'est-à-dire Mhm. que ce n'est pas Oui, fabriqué en Chine. Donc ça, c'est déjà quelque c'est chose pas de de, l'achat-revente. voilà, c'est ça. Et aussi, l'autre chose, c'est que ce n'est pas une si grosse boîte qui fait que je peux avoir le contact avec tout le monde. C'est-à-dire que je parle autant avec le product management, avec les développeurs, les gens qui font vraiment encore de la R&D, qui fabriquent les nouveaux produits. Je leur parle quotidiennement. Et donc ça, je trouve ça génial et ma position dans cette boîte est fantastique parce que je parle vraiment avec tout le monde. Je peux chatter avec mes collègues qui sont aux États-Unis, au Japon, en Chine, à Singapour ou évidemment en Irlande, comme ça, quoi, euh, dans la même conversation, des fois, je suis avec eux Tu fais tous. Donc, partie. donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant pour une boîte et ce n'est pas le cas dans toutes les boîtes, quoi. Il y a des boîtes qui sont trop Ok. grosses pour que ce soit possible. Ok, merci pour ta réponse, c'est très clair. Je trouve ça vraiment chouette parce que tu as pu te spécialiser dans un domaine qui apparemment te plaît. Et puis après, ben voilà, selon l'entreprise dans laquelle on est, alors j'imagine que ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Si on est trois, ben, on a forcément plus de tâches que si on est 50, 60, ou je ne sais pas combien vous êtes d'ailleurs chez Andorre. Pardon? Je disais, je ne sais pas combien vous êtes chez Andorre. Ah, Si vous... on est plusieurs milliers. C'est une société à plusieurs milliers. Mais en fait, Andorre fait partie d'un groupe plus important qui s'appelle Oxford Instruments. Donc, on a Oxford Instruments qui a racheté Andorre. Donc, D'accord. voilà. Et donc, si on parle de tout Oxford Instruments, on parle de plusieurs milliers de personnes, quoi, jusqu'à 5000 Ok, personnes. ok, oui, forcément. Mais, et du coup, là, je voulais en revenir. Donc, tu as pu un peu rediriger l'ensemble de tes tâches plus centrées sur ce que tu voulais faire. Mhm. Et ça reste quand même super riche. Tu fais quand même plein de tâches différentes. Oui, il n'y a pas deux journées identiques. Parfois, je suis en mission, donc je voyage. Parfois, je suis, comme cette semaine, là, cette semaine, je suis en télétravail et je suis plus en mode hotline, c'est-à-dire que des utilisateurs m'appellent et il faut que je prenne le contrôle de leur microscope à distance, que je les aide à débugger des choses parce que c'est basé sur de l'informatique et souvent, ben voilà, il y a des bugs. Il suffit que Windows décide de se mettre à jour et il y a des bugs. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais d'aller sur ta plateforme même le samedi, les dimanches. Et du coup, les gens bloqués le samedi et le dimanche, tu leur réponds avec ta hotline ou pas? Non, ça m'est jamais arrivé j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui travaillais le samedi et le dimanche. Alors, dans ton labo peut-être, mais bon, sinon, non, hein. Bref.
Alors, je vais reprendre les questions qui sont apparues dans le chat et Pauline me pose la question que je voulais te poser, donc c'est parfait. Est-ce que ça ne te manque pas de te plonger sur un projet scientifique 100% à toi, vraiment le côté générer des résultats sur ton propre projet? Aujourd'hui, non, pas vraiment. Peut-être passer plus de temps à écrire des papiers, mais Mhm. avoir un projet 100% à moi, c'est plus quelque chose que je convoite. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment rigolo parce que même si nos métiers n'ont rien à voir, j'arrive à faire quelques parallèles. Avant, j'étais dans toute une petite start-up, on était trois, parfois quatre avec une stagiaire. Donc voilà, c'était marketing, c'était améliorer le référencement du site, c'était prospection, c'était démonstration chez les clients, etc. Et là maintenant, je suis plus dans une petite start-up, mais une entreprise plus importante. Et moi, j'aime bien dire que je vois la science passer avec mon métier. Donc, c'est du consulting. Je vois plein de projets. Je n'ai pas un projet de R&D à moi, mais je vois plein de choses passer. Et puis, j'assiste les gens d'une certaine façon. Et enfin, voilà, du coup, je trouvais que ça, c'est un parallèle intéressant. C'est pareil, moi, c'est ça. C'est qu'un coup, je suis en train de travailler sur de la neuroscience, sur des neurones dans le cerveau. Un autre, ça va être voilà, des gens qui travaillent sur des plantes. Des fois, on est avec des biophysiciens qui travaillent sur des choses qu'on n'a jamais vues, sur des yaourts. Ils regardent la polymérisation de polymères, de gel. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de la microscopie sur ce genre de choses. Après, ça va être de l'immuno. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses. Des gens qui travaillent sur voilà, les lymphocytes, les cellules T, les cellules mémoire, ce genre de choses dont on entend beaucoup parler en ce moment pour le développement des vaccins. Donc, oui. Excellent. Alors, j'ai Chloé et Maxime qui papotent microscopie dans la Oui. messagerie. Oui, je vois des mots-clés ouais, qui sont. Voilà, Chloé qui s'étonnait, entre guillemets, voilà, où tu parlais uniquement de microscopie optique pour la biologie. Elle Oui. demandait si on ne pouvait pas utiliser microscopie électronique à balayage ou à transmission pour des observations à plus petites échelles. On peut, mais c'est des métiers différents. Ce qu'il faut se comprendre, c'est que quand on devient ingénieur, c'est très difficile de continuer à maîtriser toutes les techniques qu'on a pu utiliser quand on était chercheur. Là, on devient spécialiste d'une technique et c'est déjà super important ouais, d'être spécialiste d'une technique de fluorescence. C'est-à-dire que, par exemple, mon microscope, moi, il utilise des caméras. J'ai des spécialistes, des collègues qui sont spécialistes des caméras. Moi, je ne suis pas spécialiste des caméras. C'est-à-dire que je ne sais pas tout sur les caméras. Je sais à peu près tout sur la microscopie de fluorescence, son utilisation. Et aussi, je ne suis pas forcément spécialiste autant que certaines personnes du traitement d'image. Rien que le traitement d'image de la microscopie de fluorescence, c'est un métier à temps plein. Surtout aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle, ça va être encore plus un métier à temps plein. Donc, il faut vraiment comprendre que les choses sont compartimentées. Quand on est chercheur, on est un peu des jack of all trades, on touche un peu à tout, on voit qui peut nous aider dans quoi. Mais quand on est spécialiste de quelque chose, on est à fond et on ne peut pas combiner les techniques comme on le fait quand on est dans un labo. Bien sûr. Tu viens de parler d'intelligence artificielle. Tu la vois débarquer dans le monde de la microscopie. Est-ce que c'est là maintenant? Est-ce que ça date un peu et que j'ai un Non, train non, de... c'est déjà là. C'est déjà là. Il y a des produits qui sont. Leica a acheté une boîte qui fait du traitement d'image et qui fait de l'intelligence artificielle. Andorre a acheté une boîte qui s'appelle BitPlane qui développe un software qui s'appelle Imaris qui fait beaucoup de traitements d'image et qui est très utilisé pour le traitement des images tridimensionnelles. Donc, l'intelligence artificielle va venir, c'est clairement le futur. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, le sujet n'a rien à voir avec la microscopie, mais là, je suis sur la rédaction d'un dossier de demande de subvention, bon, peu importe. Je parle d'intelligence artificielle du début à la fin, d'algorithmes pour de la prédiction et compagnie.
Et c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de si, enfin voilà, est-ce que ça débarque aussi dans la microscopie? Mais je crois que ça débarque partout, en fait. Ça débarque partout. Et puis, il y a eu le projet qui permet de comprendre le repliement des protéines, qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui fait que bientôt, on aura des traitements contre Alzheimer, contre toutes les maladies qui impliquent des protéines mal repliées. Donc ça, c'est assez génial. Ouais, excellent. Et du coup, on va avoir des spécialistes intelligence artificielle de microscope. Oui, mais ça, c'est intéressant parce que si je devais conseiller à quelqu'un… Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon métier, en tout cas dans le monde académique, est saturé. C'est-à-dire qu'il y a presque plus de postes d'ingénieurs de recherche en microscopie parce que, tout simplement, il y a tous les jeunes qui occupent des postes et donc, si on doit attendre qu'ils partent à la retraite, ben voilà, c'est pas le métier à faire. Donc, en fait, D'accord. aujourd'hui, alors que quand moi je faisais mes études, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, en fait, en 10 ans, globalement, ça s'est saturé. Maintenant, moi, j'ai la chance de pouvoir être basculé dans le monde industriel parce que je n'ai pas trouvé mon poste dans le monde académique, donc je l'ai trouvé dans le monde industriel. Mais maintenant, il y a des nouvelles choses qui arrivent et l'intelligence artificielle On fait partie. en fait partie, mais il y a aussi tout ce qui est lié à l'ADN. Là, on parle de l'ARN messager, ces métiers-là qui permettent de synthétiser, de tricoter l'ADN pour faire tout ce qu'on veut. C'est des nouveaux métiers. Je suis à peu près sûr qu'il y aura des milliers de postes d'ingénieurs spécialisés là-dedans. Ok. C'est dommage que tu dises que le marché est saturé parce que depuis que tu as parlé de tous ces voyages, ces colloques et tout, je me suis dit, tiens, je vais me remettre à la microscopie. Bon, après, je ne doute pas de, voilà, de la rigueur de ton métier, de tout ce que ça demande. Excellente transition vers la question de Pauline qui nous demande, enfin surtout à toi, quelle est la qualité essentielle, mentalité, état d'esprit, voilà, pour se tourner vers ton type de métier. Quelles sont tes qualités, Sébastien? C'est une bonne qualité. Il faut être curieux. Déjà, il faut être curieux, pas avoir peur d'apprendre et pas avoir peur d'être inventif. Ça, bah, j'ai été en training la semaine dernière et je voyais une jeune doctorante qui voulait tout le temps utiliser les mêmes pourcentages de puissance laser, avoir les protocoles bien comme il faut. Non, en réalité, la microscopie, c'est pas ça. Il faut avoir l'ouverture d'esprit de tester, la volonté de tester différentes choses et de réinventer des protocoles à soi-même, parce que selon les situations, la biologie, c'est du vivant. Donc, on a toujours des choses très différentes. Il faut s'adapter. Et il faut être avoir l'esprit suffisamment ouvert pour changer les protocoles, tester de nouvelles choses, être aventureux. C'est un peu ça, la microscopie, mettre les connaissances, le savoir qu'on a, mais au service de ce qu'on est en train de regarder, de la question qu'on se pose au moment où on se la pose. Sortir un peu des sentiers battus. Ça me rappelle, c'était un prof que j'avais en master, je crois, peu importe. Il avait dit, la biologie, c'est le contraire du 100%. Faites pas 100% la même chose. Une situation, c'est jamais 100% dans tel ou tel cas. Enfin voilà, il y a toujours de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est la petite minute philosophique par rapport à ce que tu viens de partager. C'est ça. Alors, on a Chloé qui doit filer et qui te remercie beaucoup. Merci, Chloé. Alors, il est 13h55, donc voilà, bon, j'ai innové, j'ai pris des questions en cours de route pour changer un petit peu. Si vous en avez encore, et paf, on a Alice qui pose des questions, c'est parti. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression dans ton métier par rapport à ingénieur plateau, par exemple, ou même juste le métier pris tout seul? Tu as probablement des objectifs de vente, par exemple? Moi, je n'ai pas d'objectif de… Oui, si, il y a des objectifs de vente parce que mes vendeurs, mes collègues vendeurs ont des objectifs de vente et du coup, je dois tout faire pour qu'ils y parviennent. Donc, par effet ricochet, j'ai aussi des objectifs de vente. Oui. Oui, parce que alors tu as des collègues où c'est purement la vente de microscopes, mais ils ne s'occupent pas du côté prospection ou formation, c'est ça? Si, ils s'en occupent aussi, mais c'est les mêmes en fait. Finalement, si mon équipe a cet objectif, c'est le mien aussi. D'accord. Ok, très bien. Et donc voilà, mis à part ce côté objectif de vente, est-ce que voilà, tu travailles dans des conditions qui sont peut-être stressantes ou d'autres, je ne sais pas. Ou ça.
Je dirais plus que c'est les missions individuelles qui peuvent être stressantes. C'est quand il y a un problème ponctuel et qu'il faut trouver la solution. Et souvent, il faut la trouver dans un temps record, dans un temps Et tu imparti. peux pas laisser les gens 3 semaines avec leur microscope qui ne marche pas, quoi. C'est ça, dans une deadline, évidemment, ça, c'est le cas aussi quand on est chercheur dans un labo. C'est, il faut, il faut trouver la solution, il faut être inventif. Ça, oui, dans ce cas de Ouais. figure-là, il y a du stress. Et il y a peut-être aussi la pression qui vient des clients directement, des clients un peu pénibles, sans les citer. Je pense que dès qu'on Oui, a des clients, ce sont des personnes et puis c'est oui, comme ça. oui, mais c'est assez logique quand les clients ont payé pour un système, il faut que ça marche et il faut aussi que le support se assure. Donc, oui, ça arrive assez régulièrement. Mais ce qui est marrant et ce que moi j'observe, c'est que selon les pays, les cultures sont très différentes. On a des comportements très différents selon qu'on est en France, en Espagne, en Allemagne, en Israël, en Inde. C'est des manières de s'exprimer, d'afficher son mécontentement ou d'exiger un service très différent. Ouais, ça doit être rigolo de voir ces disparités entre les cultures ou juste la personnalité des gens. Oui. Excellent. Alors, j'ai perdu ma question. Bon, après, le temps passe. Henri vient me sauver. Selon vous, les entreprises sont-elles ouvertes en France à l'embauche des docteurs? On n'a pas parlé de ça. J'imagine que être docteur, c'est un atout sur ton métier. Bon, je redirige un peu Oui, la mon métier, c'est un peu particulier parce que c'est justement des docteurs qui vont recruter parce que en réalité, il n'y avait pas toujours des application spécialistes. Souvent, les boîtes ne recrutaient que des vendeurs. Et des vendeurs et finalement, ils se rendent compte de plus en plus que c'est important d'avoir quelqu'un qui parle le même langage. Oui. C'est-à-dire que quand je parle en général avec les clients, on parle le même langage, on pense la même chose et on comprend très vite où est le problème et comment résoudre le problème. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, la solution pour les boîtes, c'est d'embaucher des docteurs ou en tout cas des gens qui ont fait un parcours en biologie. Mhm. Ok. Merci pour ta réponse. Alors, Pauline s'en va. C'était super intéressant. Bonne journée à tous. À toi aussi, Pauline. Ensuite, Audrey, est-ce qu'il faut forcément un postdoc pour occuper ce poste? Non, je pense que, enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu que les postes s'appauvrissent, eh ben forcément, ça devient plus compétitif et on va regarder plus haut. Mais j'ai beaucoup de personnes qui ont appris sur le tas, qui ont appris en tant que master et qui ont progressé, voire même licence. Hein. Des fois aussi, c'est licence. Souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on commence au niveau licence en tant qu'ingénieur support et de là, en fait, on peut évoluer progressivement vers l'application, voire même la vente. Tout est possible. En réalité, tout est possible. Faut avoir la chance et la volonté. Ouais. Et puis au-delà de est-ce que oui ou non il y a un postdoc sur ce CV, c'est par exemple, tu as fait 4 ans de thèse, est-ce que tu as, pardon pour l'expression, bouffé de la microscopie Mhm, du lundi au dimanche mhm. pendant ces 4 ans, ou est-ce que c'était très ponctuel pendant la thèse et puis un petit peu après en postdoc? C'est pas comparable, quoi. Donc, voir Mhm. aussi un peu Mais l'expérience qu'on a. l'autre aspect important, parce qu'il y a beaucoup de choses à tenir en compte, c'est-à-dire que l'aspect réseau aussi, quand on recrute un ingénieur application, on recrute aussi un carnet d'adresses quelque part. Donc, si on arrive à montrer, à démontrer qu'on connaît du monde, si pendant l'entretien d'embauche, vous citez une dizaine de chefs de laboratoire et vous dites que vous êtes capable d'aller leur parler, ça impressionne n'importe quel recruteur. Donc, il y a aussi ces aspects, et ça, on pourrait déjà l'avoir avant même d'être en thèse, selon ce qu'on Bien fait. sûr. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire valoir ce qu'on vaut, quoi, tout simplement. Ouais, Et ce n'est pas forcément lié à l'intitulé
de son poste ou quoi que ce soit. Mhm. Mais c'est chouette parce qu'on parle souvent du réseau dans toutes nos interviews et alliances, mais en tout cas pour ma part, je le présentais souvent comme un atout pour peut-être pour trouver un poste, vraiment Mhm. ce côté-là. Mais du coup, là, tu apportes aussi le côté, voilà, je débarque avec un potentiel portefeuille à peut-être faire fructifier sur le poste actuel, donc c'est super ça. Entre-temps, j'ai retrouvé ma question. C'est par rapport à la répartition de ton travail, et puis après, il faudra qu'on termine. Est-ce que c'est genre moitié, tu formes des utilisateurs à un nouveau matériel qu'ils viennent d'acheter, et puis l'autre moitié, cette espèce de hotline que tu assures, ou c'est pas du tout moite-moite, enfin, je ne sais pas, c'est réparti comment? Je Ou pourrais si pas tu sais dire, pas trop. oui, ça dépend souvent, ça dépend des périodes, mais ouais, je dirais que c'est moite-moite. Mais bon, il y a aussi un autre aspect, c'est pas tout, il y a aussi l'aspect travail avec le product management qui apporte de nouveaux produits, qui crée des manuels ouais, pour tout ce qui est lié à, au marketing d'un produit, ça aussi, j'y participe quelque part. C'est-à-dire que notre avis compte. Et dans la définition d'un nouveau produit, et aussi tout ce qui est retour, feedback sur les bugs, Ouais, ouais, ça ouais. aussi, c'est Oui, vous important. apprenez aussi des retours des clients et puis passer du temps à passer avec eux, à en tenir compte pour des nouveaux produits ou des nouveaux protocoles à présenter. Ok, super. Très bien. Ben, les enfants leur tournent. Sébastien, est-ce que tu voudrais dire un dernier petit mot pour clore ou pas? Non, je dirais juste qu'il ne faut pas avoir peur de contacter les gens. Si vous savez que vous voulez aller dans une direction, aujourd'hui avec LinkedIn, c'est facile de contacter des gens, d'aller poser des questions. J'ai une fille qui m'a contacté pendant ses vacances, qui m'a dit qu'elle m'a entendu parler à l'Institut Pasteur il y a quelques années et qu'aujourd'hui, on lui propose un poste d'application spécialiste. Elle m'a dit juste 3 mots. Je savais exactement de quelle boîte elle parlait. Ce sont des amis à moi. Et en regardant son CV, en regardant son parcours, elle a utilisé la plateforme sur laquelle j'ai travaillé. Elle est dans un labo où j'ai essayé d'entrer en passant un concours. Donc, le monde est petit. Au final, il finit toujours par avoir des coïncidences qui fait que vous allez parler, vous bénéficiez l'un à l'autre. Donc, si vous avez l'intuition qu'une personne fait ce que vous rêvez de faire, il faut juste lui parler. Eh oui. Il faut scruter son profil sur LinkedIn et aller lui parler. Il ne faut pas du tout hésiter ça parce que sinon, c'est des chances qu'on manque, quoi. Ouais, et puis il n'y a rien à perdre. Ou alors les 3 secondes prises pour écrire un petit bonjour. Est-ce qu'on peut Oui. discuter? Voilà. Et Génial. pareil, les candidatures spontanées aussi. On ne sait jamais ce qui se passe dans un labo ou ce qui va se passer dans les 6 mois, dans l'année à venir. Donc, il ne faut pas attendre de voir un poste non plus pour candidater, pour envoyer un mail à un PI. Ça, il ne faut pas du tout attendre. Super. Eh ben, merci beaucoup, Sébastien, pour ce mot de la fin et puis tout le temps pris et ce que tu nous as expliqué. J'ai passé un très bon moment. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous. Merci, merci surtout de faire ça, parce que clairement, il y a un besoin pour ça et c'est dommage qu'il n'y en ait pas dans toutes les facs, dans toutes les villes, des Et on personnes peut qui s'aimer font dans ce les type de facs. Si choses. vous saviez les idées qu'on a, bon, après, voilà, faut jongler avec les métiers qu'on a déjà, tout ça, Ouais. tout ça. Mm. Mais ouais, non, je m'imagine aller faire des conférences, des interventions de ce que vous voulez à Paris, à Strasbourg, à Rouen ou que sais-je. Ce serait, ouais, ça me fait vraiment rêver. Bref, alors, on a plein de messages. Maxime te plus soit sur ce que tu viens de dire pour le réseau LinkedIn et compagnie. Audrey te dit merci, Irinka aussi, et Florence aussi, etc., etc. Bon, tout le monde a l'air très content. Eh ben, merci beaucoup. Super. Mais Euh, merci à toi, Delphine. Bah, écoute, avec plaisir. J'ai pas envie de raccrocher, mais il faut. Allez, très belle fin de journée à tous, à toutes. Si les gens ont des questions, ils peuvent te contacter, Sébastien. Oui, bien sûr, il n'y a pas de Bah oui, souci. forcément, c'est le jeu. Et puis, c'est ce qu'on est en train d'expliquer en plus. On mettra tout ça sur YouTube et puis en post LinkedIn pour vous prévenir que l'interview est dispo. Et en attendant, Sébastien, bah, amuse-toi bien sur ton post à Outline et tout ça. Et puis, si vous avez Merci. des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, voilou. À bientôt tout le monde. Au revoir. Accroche. Merci. Bye bye.